Il montait. Dès le premier coup d'œil, elle fut rassurée. Il était vêtu comme un parfait gentleman. Il y avait pris peine. S'il avait retardé sa visite, c'est qu'on devait lui livrer, le matin de ce jour-là, cet irréprochable costume, qu'il portait avec son ancienne allure de jeune officier. Il avait trouvé moyen de se faire prêter 50 louis, par un camarade de Saint-Cyr touché du récit de ses malheurs. Il avait employé 500 francs à ce Nipper, pour la revoir, et aussi parce que ça inspire confiance. Un fripon bien mis peut entrer partout. Tous deux, en se retrouvant, éprouvèrent une émotion différente mais également singulière. Le présent fut, durant une seconde, aboli. Ils étaient transportés au temps de leur adolescence, ils revoyaient les choses, les êtres d'alors, et les regrettaient. Puis, dès que leurs mains se furent quittées, ils revinrent au présent, après avoir repassé toutefois par le souvenir de cette soirée de mariage où elle lui avait dit assez crûment, commencer par être riche. Il avait essayé, et manqué son coup. Il lui en voulait. Il regrettait l'uniforme, et la probité parfaite, l'honneur, les choses qu'après tout le monde prétend respecter. Aujourd'hui, son père et sa mère, pauvres, éperdus de chagrin, refusaient de le voir. Son père était un ancien officier. Dans la mauvaise chambre d'hôtel garnie, de maison louche, qu'il habitait depuis quelques semaines, il s'était, tantôt, interrogé avec désespoir sur son avenir. Il ne voyait plus d'issue à son affreuse détresse. La pensée du suicide l'avait plusieurs fois visité pendant ses insomnies. Mais quelque chose le rattachait encore à la vie, et quoi donc? Elle, Marie. Après sa chute rapide, tout meurtri, arrivé au bas de la pente, il se relevait dans ce désir unique, la revoir, la retrouver, étreindre encore sa jeunesse et sa beauté. Depuis 6 mois il n'avait pas eu le temps de courir les théâtres, ni les fêtes. Il n'avait revu aucun des mondes où se rencontrent les élégances, les fantaisies, les grâces féminines. Il avait lutté, bataillé, marché, couru, abattu des lieux, combiné des plans, supputé des chances, harcelé des capitalistes, organisé des conseils d'administration, remonté tous les matins une affaire qui s'écroulait tous les soirs. Maintenant, vaincu, brusquement oisif, réduit à néant, il sentait son imagination jeune se réveiller, reprendre en lui des droits. Cette séduisante femme pour laquelle il avait dépensé tant de vains efforts et finalement gâché sa vie, son rêve ardent la lui présentait comme le seul bien encore accessible. Certainement, elle le récompenserait. Sinon, oh! Si elle avait oublié, si elle le repoussait, ingrate et mauvaise, alors, eh bien. Oui, il s'imposerait. On ne se serait pas joué de lui en vain. Toute sa rage de désespéré, il l'emploierait à obtenir d'elle, malgré elle, le salaire qu'il croyait avoir mérité. L'aimait-il? Oui, certes, en sauvage. Et dans l'état d'exaspération où il se sentait à la seule idée d'une résistance, l'ancien officier de chasseurs eût voulu, comme un aventurier d'Amérique, la jeter sur un cheval, cette femme, en travers de la selle, et l'emporter à l'abîme où il courait, où il allait tomber ce soir, demain peut-être, inévitablement. Dès qu'il fut dans le salon, et la porte refermée, il eut, en regardant la jeune femme, un éblouissement physique. Toute sa jeunesse lui revenait, lui bondissait au cœur, en afflux de sang. Puis, tout de suite, il crut que son cœur se vidait, lui manquait brusquement.
Il chancela. Il était pâle, le visage amaigri, creusé par les soucis, altéré par ses passions de joueur, et, en ce moment, par ses fureurs d'amoureux. Elle le trouva beau, d'une beauté mâle et tourmentée. C'était vrai. Il n'était plus le jeune homme joli et correct. Les audaces, les désirs, le courage, les déceptions, les angoisses, les terreurs, l'avaient fait autre. Une flamme voilée veillait au fond de ses yeux noirs. Il mit ses deux mains sur les épaules de la jeune femme, l'éloignant de toute la longueur de ses bras pour la bien regarder en plein visage, et pour la tenir déjà. « M'aimes-tu encore » dit-il, d'une voix grave. Elle tressaillit. Il lui sembla que le temps des calculs était à tout jamais passé. Il l'avait d'ailleurs trompée, tous ces beaux calculs. Elle eut l'impression qu'elle était dans une minute fatidique, espérée de toute éternité, stupidement ajournée parce qu'il lui avait plu d'attendre autre chose. Mais l'expérience était accomplie maintenant et manquée. Soit. Le retour de Léon, c'était la fin d'une destinée, le commencement d'une autre. Elle rentrait dans la vie naturelle, avec celui-ci, qui était son pareil. C'est toi, toi seul, que j'ai toujours aimé, lui répondit-elle. Sa voix, à elle aussi, avait un son grave. Ils se rencontraient dans des profondeurs, et leur voix retentissait autrement, à leur oreille comme dans leur cœur. Elle prenait quelque chose du mystère d'en dessous. Il sentit qu'elle était à lui. Il l'embrassa dans une longue étreinte. Pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle s'abandonnait. Elle trouva cela délicieux, au moins de nouveauté. Lui, en pleine jeunesse, sentit jaillir, gronder et rouler en lui un grand torrent de désirs longtemps contenus. Vivre est bon, mais revivre. Et il revivait. Il oubliait tout le reste. Il prenait de sa force une conscience nouvelle. Pour elle, pour leur amour, pour s'assurer à jamais le recommencement de cette ivresse, de ce bonheur d'oubli, il était de taille à conquérir le monde perdu. Alors, fit-il, partons. Il comprenait que s'il la laissait ici, on ne lui permettrait plus jamais de la revoir, tout s'y opposerait. Il avait bien vu que la porte de cette maison était défendue contre lui. Cette heure unique ne pouvait suffire. Il fallait partir. Quand tu voudras, dit-elle. Où me mènes-tu ? Il la croyait plus grande qu'elle n'était, et il répondit, je ne sais pas, partons d'abord. Nous verrons après, demain, plus tard. Comment ? Explique-toi. N'es-tu pas heureux ? Elle avait eu une pudeur. Elle avait trouvé ce mot pour demander décemment s'il était pauvre. Elle le fit asseoir près d'elle, sur un divan. Alors, il conta tout, brièvement et vite, mais tout, sans rien omettre. Le secret de sa misère l'oppressait depuis quelque temps, dans sa solitude inquiète. Il le déposait enfin, il s'en débarrassait. Il subissait ce besoin de confidence qui force un jour ou l'autre aux aveux les coupables les plus décidés à se taire. Du reste, il ne voulait pas la tromper. Entraîné, il fit tout d'une haleine une confession terrible, qu'elle suivait haletante. En 2 minutes, il eut tout dit, à quel point il était désespéré, et que la police le traquait. Son père et sa mère achevaient de mourir dans la honte et la douleur. Comment tout cela finirait-il ? Il avait été tenté, cette nuit même, par le suicide, et son revolver ne le quittait plus. Mais à présent, cet amour retrouvé le vivifiait, le rendait à lui-même.
Il ne s'agissait plus d'être découragé. Soutenu, inspiré par elle, il était sûr de réussir cette fois, dans certaines entreprises qu'on lui proposait, qu'il avait refusées la veille. Et si, dans les batailles nouvelles, il tombait, encore vaincu, eh bien, pourquoi ne pas mourir? Elle était femme, il le savait, a accepté cette destinée de finir avec lui, enlacés l'un à l'autre, comme deux héros qui ont mis, au-dessus de tout, leur désir d'être unis enfin, liés à jamais. On se couche, on oublie. On s'en va, dans la seule joie, qui est le baiser, l'amour. Il leva sur elle un œil devenu vague, un œil où pointait, dans un éclair sombre, la folie. Et elle, après son rêve de fuite heureuse, elle retombait à cela. Que répondre? Et que faire? Cet être, soumis à ses caprices, et qui s'était montré capable pour elle de renoncer même à l'honneur, l'attirait décidément comme un semblable. Il l'avait assez ennuyé, les autres, les hésitants, les austères, comme Albert, les gens qui, ayant peur du remords sans doute, opposent lâchement un mot creux, le devoir, à cette puissance qui ne souffre pas d'être méconnue, l'amour d'une femme. Il fallait pourtant qu'elle s'y jetât, à la fin, dans ce torrent des passions qui, autour d'elle, depuis si longtemps, bondissait, écumait, sans qu'elle consentît à quitter le bord. Elle s'était assez défendue contre ce vertige, assez cramponnée à la terre ferme, assez entêtée dans ses raisonnements habiles qui ne la menaient jamais à rien, qui, au contraire, l'éloignaient chaque jour davantage du but entrevu, chimérique peut-être. En même temps, elle avait peur de retourner à la vie pauvre de jadis, ou même à une vie pire, et cela aux côtés d'un déclassé, d'un déshonoré. Il avait parlé de mort? C'était le meilleur sans doute de ce qu'il pourrait lui offrir. Mais la mort, en de telles circonstances, c'était la défaite acceptée, avouée. Vraiment, on pouvait trouver mieux. Albert n'était-il pas toujours par là? Mais qu'attendait-il encore? Sans doute la fin de son deuil. Étrange amoureux, que peuvent arrêter ces prétendues délicatesses. Ainsi, toute troublée qu'elle fût, elle réfléchissait, à demi ressaisie par ses habitudes de calcul, de prudence, tenue par son goût du luxe, par son appétit de bien-être, par son égoïsme redoutable. Quelque chose en elle la poussait vers le malheureux qui attendait. Quelque chose en elle l'éloignait de lui. Elle l'aimait plus que jamais et le reconnaissait pour sien, pour un amant de sa race. Mais était-il raisonnable, était-il possible d'abandonner les moyens qu'elle avait encore de le tirer lui-même de sa détresse? Tu hésites, dit-il enfin, d'un air sombre où elle sentit la menace. Elle avait vu dans ses yeux ce regard étrange d'où quelque chose d'humain a été retiré. Non, dit-elle. Je cherche, je combine. Attends. Ce n'est pas tout simple. C'est assez, fit-il. Partons. Tu ne peux plus hésiter. Tu es vraiment mienne. C'est notre destin. Il faut le suivre. Non, dit-elle, pas aujourd'hui. Mais écoute, j'ai quelque argent, moi. En veux-tu, pour m'attendre? Je veux toi, dit-il, farouche. Tu m'as tout pris. Eh bien, tu seras à moi. Pas aujourd'hui, répéta T.L. Il y a mieux à faire? Il la regarda d'un air égaré. Veux-tu donc, prononça-t-il d'une voix ferme mais changée, que je me tue ici, devant toi? Elle comprit qu'il était d'humeur à le faire.
Il fallait donc payer. Et pourquoi non? Ah! C'était un homme comme elle l'entendait, ce fou armé, capable d'un crime. Cependant elle ne partirait pas avec lui. Que faire alors? Son parti était pris. Elle s'approuvait à la fois dans son élan de passion et dans la sagesse de ses calculs. Eh bien, elle obéirait aux deux appels. Elle allait, pour sa propre joie, le griser d'elle-même ce malheureux, et, ensuite, elle le renverrait à la rue, consolé de promesses, étourdi, rendu docile, calmé pour une heure. Et de deux choses l'une, où elle trouverait, sans perdre les avantages de la situation, un moyen de le sauver et de le revoir, ou bien il suivrait seul sa destinée de malheur. Qui pouvait-elle? L'essentiel était d'éviter le bruit, les cris, un horrible scandale. C'est cela, il fallait avant tout l'apaiser, pour pouvoir l'éloigner. Et elle acceptait très bien l'idée que peut-être le lendemain, réveillé d'un tel songe, il tomberait plus désespéré au déshonneur final, à la folie et à la mort, mais sans elle, seule. Ainsi elle arrivait à la plus effroyable conception qui puisse naître dans le cerveau de la femme, se servir des moyens mystérieux de la vie et de l'immortalité des êtres, pour faire de la destruction. Alors, elle se leva, toute frissonnante. Oui, oui, c'était son heure de connaître la vie, de lui prendre et d'en recevoir une émotion nouvelle, celle qui seule agite et commande le monde. C'était vrai que cet homme-ci, entre tout, l'avait toujours attirée. La destinée le lui livrait enfin en des circonstances qui, à ses yeux de tourmentée, de dégénérée et de chercheuse, prenaient un effrayant caractère de grandeur bizarre, cruelle, redoutée et voulue. Oui, voilà que, grâce à toutes ces complications des événements, des circonstances enchevêtrées autour d'elle, et des menaces suspendues au-dessus d'elle, cette minute suprême prenait pour elle l'intensité désirée, rêvée. Elle avait bien fait d'attendre toute cette horreur nuptiale. Cela palpitait donc, la vie. Cela brûlait donc. N'était-ce pas tout cela, l'amour vrai, l'infernal et divin tourment? Elle était debout et elle le regardait ardemment, d'un œil fixe. L'étrangeté de ses mobiles secrets se révélait, sans se trahir, par un éclat sombre qui rayonnait d'elle. Elle portait le deuil de la mère de Paul, qu'elle avait tué par la force propre de son âme funeste. Elle était donc comme toute vêtue de ce souvenir tragique, et elle le sentait sur elle. Il lui était arrivé, aux heures de rage contre le maître qui la dominait et la terrassait tous les jours, de murmurer, quand son regard rencontrait le noir de ses vêtements, sa mère en est morte. Ce mot, en, signifiait sa colère de femme humiliée, ou plutôt cette force mauvaise qui était son âme. Sur son costume noir, la pâleur de sa tête, la lumière grise, comme morte, des cheveux, éclataient avec une puissance extraordinaire. Ses lourds bandeaux blonds, elle n'avait abandonné ce genre de coiffure qu'un seul jour, le jour de son mariage, était un peu en désordre. Lâche par endroits et trop pendant, trop élargi, il ne laissait plus voir assez du visage, et il mettait sur sa joue, d'un blanc mat, un peu de crinière animale, une inquiétante bestialité, on ne sait quoi de l'être primitif. L'œil bleu avait perdu toute douceur. Les ténèbres de la pupille dilatée le dévoraient, et le noir qui encerclait l'iris étant aussi devenu plus intense, le regard était tout obscur. Dans cette obscurité sinistre une étincelle brûlait. Il ne l'avait jamais vue si belle. Cette femme et la destinée de cet homme se ressemblaient.
C'est pourquoi d'elle à lui courait une sympathie qui décuplait l'ancien amour, et qu'il subissait sans la définir. Cette figure de femme s'harmonisait avec ses pensées de malheureux, avec toute sa vie de désespéré, qu'elle lui avait faite d'ailleurs, avec ses désirs de suicide, qu'elle avait inspirés. Tout à coup, elle marcha vers lui d'un pas ferme qui était terrible. L'éternel sphinx venait contre l'homme, lui apportant des caresses où se cachait une pensée mortelle pour lui car elle avait accepté cette horrible idée de l'attirer afin de mieux le repousser d'elle, afin de mieux le rejeter dans la nuit, dans une double agonie d'âme et de corps, dans on ne sait quel infernal abîme d'où elle était sortie pour vivre parmi les hommes. Elle souriait, car elle allait se griser, elle aussi. D'un mouvement sec, presque automatique, elle prit entre ses mains la tête du jeune homme. Elle aurait mis la même avidité à saisir un objet inanimé, un flacon plein d'ivresse. Elle prit sa tête, l'attira à elle, s'inclina, lui baisa les yeux, puis se mit à ses genoux, l'enlaça de ses bras souples, l'enveloppa pour ainsi dire de ses regards, de tout son charme noir. « Tu ne sais pas, murmura T.L., je suis malheureuse. Et tu me croiras ou non, je ne suis pas la femme de mon mari. Oui, c'est ainsi. Tout un drame. Il a vu tes lettres, le soir même du mariage, avant, tu comprends. Ça a été terrible. Nous vivons ensemble, mais séparés, oui, oui, et tu me retrouves tel que tu m'as laissé, mon amour. » Il se leva d'un bond. Si cela est vrai, c'est mieux que je n'espérais. Il faut partir, partir tout de suite. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle avait suivi son mouvement. Elle reprit sa tête, lui caressa les cheveux d'un geste un peu brusque et, elle-même, s'avança vers ses lèvres. Il retomba sur le divan. Elle l'y cloua, le tenant par les deux poignets, forte de toute sa volonté à elle et de sa faiblesse à lui. Elle lui soufflait sa parole au visage avec son haleine pure et chaude, « Je t'ai trop attendu. Tu ne comprends pas. Tu es beau. Je t'aime. Viens. Je veux. » Elle le quitta. Sa voix se fit sèche, saccadée. La résolution impérieuse s'y exprimait, comme déchiquetée, par petits mots brefs. Il la regardait, stupéfait, épouvanté à l'idée d'être surpris là, dans ce salon, lui, avec son nom devenu suspect. Elle précipitait ses paroles et ses gestes. Elle le bousculait. Elle dit, « Viens, mais viens donc. Va fermer cette porte, ou plutôt non, laisse-la et viens par ici. Cette heure est à nous, à moi. C'est la mienne. L'heure de ma destinée, tu l'as dit. Viens. » Il demeurait immobile, stupéfait, effaré, hagard. Elle le regarda insolemment, avec ce mot de défi, « As-tu peur? Tu es folle. » De toi, oui, folle. Folle d'amour. Mais s'il entrait, balbutia-t-il. Quelle joie! Murmura T.L. d'une voix creuse, en lui tendant les bras. Quelle joie! Il nous tuerait. N'est-ce pas ce que tu rêvais tout à l'heure, dis, mon aimé, mon seul aimé. Oh! Mourir avec toi, dans la folie des premiers baisers. Leurs lèvres se brûlèrent. Ils allaient oublier qu'il y avait autour d'eux autre chose qu'eux-mêmes. À ce moment on frappa. Ils se quittèrent, chacun cherchant à prendre vite une attitude, tandis que leur cœur battait à rompre. « Entrez, dit-elle enfin d'une voix nette.
Monsieur Albert de Barjol demande si Madame la comtesse peut le recevoir. Je n'y suis pas, fit-elle vivement. Le valet de chambre vit quelque désordre, comprit l'embarras, et, machinalement s'écorrebel. C'est que Monsieur le comte est avec lui. Alors, dit-elle avec hésitation, c'est différent. Et comme si elle eût pris pour confident le valet dont elle acceptait le secours, seulement, une minute. Où sont ces messieurs? En bas. Bien. Elle ajouta encore, une minute. Avez-vous dit à monsieur le comte que monsieur est ici? Il ne me l'a pas demandé, madame la comtesse. Eh bien, ne le dites pas. Elle eut un clignement d'yeux. C'est compris. Oui, madame la comtesse. Le valet sortit. Quand, une seconde après, les deux hommes entrèrent, elle était seule, mais dans sa volonté de ne rien laisser paraître d'abandonné, aucune mollesse, elle avait, par réaction, une roideur singulière, comme défensive. Elle est seule, songea Paul, avec un secret mouvement de joie. Elle l'a caché. Je tiens ma preuve. Albert est sauvé. Qu'est-ce que cela signifie? Avait demandé Albert, en montant. Tu vas le voir, mon ami, avait dit Paul. À quoi bon annoncer à Albert un événement qui pouvait encore prendre diverses figures et, par là, diverses significations? Attends. Tu vas voir. Il allait voir en effet. Elle les regarda attentivement d'un air froid qui, pour Albert, devait sembler voulu. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une visite banale. Aucun des trois ne prononça l'une des formules quelconques de la politesse. À Albert et à elle, il semblait qu'ils n'avaient plus le droit, pour l'instant, de se parler en présence de Paul. Les deux hommes s'assirent. Habile, elle attaqua, c'est une explication, n'est-ce pas? Mais elle était à 1000 lieues de croire que cette explication eût quelque rapport avec la visite de Léon Terral. C'est une explication, en effet, et qui sera brève, dit le comte Paul. J'ai fait prier monsieur de Barjol de se rendre ici, sans lui annoncer pourquoi. Pourquoi, le voici. Je connais vos sentiments à tous deux, l'un pour l'autre, puisque vous me les avez confiés. Eh bien, il me semblerait injuste et absurde d'y résister plus longtemps. J'aime monsieur de Barjol comme un frère. C'est ce qu'il ne faut pas oublier pour s'expliquer ma conduite et comment j'ai pu me résoudre au parti que je prends aujourd'hui. Quant à vous, madame, je n'ai pas su vous aimer, vous rendre heureuse. Je vous ai mal jugé, tandis qu'il vous juge bien. Je suis, j'en conviendrai avec humilité, un esprit d'exaltation, un peu maladif et visionnaire. Il est, lui, un esprit calme, des plus judicieux. Il est fait pour le mariage. Ni Albert ni Marie ne surprenaient dans le ton dont il parlait, la moindre nuance d'ironie. Après tout, il était homme, ce philosophe, à conclure ainsi, froidement, ayant mûrement réfléchi cette terrible affaire de passion. Ça n'est pas si bête, songea-t-elle, de vouloir ce qu'on ne peut empêcher. Il est malin, le monsieur. Paul continuait, et il était toujours impossible à Albert, comme à Marie, de saisir dans son accent l'ironie désespérée qui était dans son cœur. Eh bien, toute réflexion faite,
Pourquoi, moi qui ai été sévère contre vous, sans preuve, madame, ne reconnaîtrais-je pas que je me suis rendu indigne de votre pardon, et que vos âmes à tous deux sont faites pour s'entendre? Pourquoi empêcherais-je votre bonheur qu'un moyen légal, le divorce, rend si facile? Pourquoi, Albert, tenant par-dessus tout à ton amitié et aux affections qui rapprochent nos deux familles, ferais-je de ton ancien sacrifice et de ton amour, si constant et si touchant, une cause de haine future, une occasion d'irréparable dissentiment? J'ai réfléchi mûrement à tout cela. Tout à l'heure encore, je t'ai faussement annoncé que j'étais en péril, sûr de te faire ainsi accourir plus vite. J'avais voulu, tu l'as compris, n'est-ce pas? Juger à ton émotion si tu étais toujours digne de l'affection profonde, si tendre et si forte, que j'ai pour toi. Eh bien, oui. Tu es digne de tous les sacrifices, toi, qui as su te sacrifier le premier, mon cher Albert. Albert, décontenancé, croyait faire un rêve absurde. Il s'étonnait de tout ceci, comme d'une chose invraisemblable à laquelle il ne pouvait trouver aucun sens. Ce qui dominait, dans sa sensation confuse, c'est qu'il ne se trouvait nullement heureux. Elle s'impatientait. Elle commençait à prévoir un brusque retour à l'ironie et à la colère. Elle s'inquiétait enfin pour elle, et pour le désespéré, pour Léon, enfermé là, derrière cette porte et cette draperie, dans ce cabinet où, peu de temps auparavant, avait agonisé la comtesse d'Aiguebel. J'ai pensé, poursuivait le comte, qu'il était plus digne de tous trois de cesser toute lutte, de mettre fin à des rapports par trop tendus, en un mot, d'accepter la vie telle qu'elle est, comme une chose absurde que nos volontés ne peuvent modifier. Il est sage de ne pas résister à ce qui est fatal. Nous divorcerons donc. Rien n'est plus facile à trouver qu'un prétexte. Je pourrais, par exemple, madame, vous écrire une lettre injurieuse. Car, naturellement, le divorce sera demandé par vous, contre moi. Il est essentiel que l'honneur de la femme soit sauf. Ce ne sera que justice, puisque le vôtre est intact. C'est entendu, n'est-ce pas? Donc, vous voilà pour ainsi dire fiancés, autant dire mariés. Elle l'interrompit, pourquoi nous dire ces choses si solennellement? Et en assemblée générale. Ajouta-t-elle avec amertume. La vengeance, toujours, n'est-ce pas? Albert pensait de même. J'ai mes raisons, fit le comte Paul. J'ai tenu à vous bien expliquer ici, à tous deux, qu'à partir de cette seconde, je suis moins encore que jamais, le mari que je n'ai jamais été. Par conséquent, les erreurs de Madame Albert de Barjol ne peuvent plus compromettre que Monsieur de Barjol. Il s'arrêta un instant avant de conclure. Eh bien, mon cher ami, fit-il enfin d'un ton de malice enjouée, gentiment menaçante, ta femme te trompe. Albert bondit. Deviens-tu fou, Paul? Au nom de Dieu, tais-toi. Si tu m'as fait venir ici pour infliger à la femme que voici, et que j'aime, en effet, la dernière des insultes, celle du dépit d'amour, de la folie, de l'erreur, de la colère impuissante, je ne pourrai pas le souffrir, car, tu viens de le dire, elle est, à partir d'aujourd'hui, ma femme. Et je saurai la défendre, même chez toi. Paul reprit froidement, on vous a épousé pour votre fortune, monsieur de Barjol, comme moi jadis, et pour votre titre.
Je suis fâché que vous ne m'ayez pas obéi lorsqu'il en était temps encore, et que vous vous laissiez convaincre si tard, lorsque, je suis forcé de le répéter, votre femme vous trompe. Albert se sentait devenir fou. Il fit sur lui-même un effort surhumain pour parler avec calme. Mais sa fureur au paroxysme se révélait suffisamment par le sens de ses paroles. Je surmonterai ma colère, monsieur Paul d'Aiguebel, dit-il avec dignité, parce que l'acte que vous commettez en ce moment est d'un fou. Je me dominerai, parce que si je vous croyais de sang-froid, il faudrait en venir, vous entendez, à nous entretuer. Parfaitement, dit Paul, sévère. Cela aussi était prévu. Mais quant à nous battre, mon pauvre ami, termina-t-il d'un ton de pitié tendre, ce serait un duel de frères. C'est impossible. Elle était toute droite, devant la porte derrière laquelle il y avait l'autre, le misérable. Albert fit un pas. Je comprends, dit-il, le visage contracté, je comprends trop la folie qui te pousse. Mais par pitié, mon ami, mon frère. Par pitié pour toi et même pour moi, par respect pour notre amitié passée, en voilà assez, tais-toi. Allons, allons, fit le comte Paul d'une voix changée, se laissant gagner brusquement par une colère houleuse qui le souleva tout entier, corps et âme, comme une lame de fond. Allons, allons. Je vois ce que c'est. Tu acceptes la mort de notre amitié. C'est pour toi chose faite. Tu passerais sur mon corps, n'est-ce pas? Pour aller où veut cette femme? Tous les retards t'impatientent. Tu brûles de l'emmener, de la prendre malgré moi, comme je l'ai prise malgré ma mère. Le souvenir de sa mère morte acheva de le mettre hors de lui. Il cria, eh bien, non. Je t'ai promis de te sauver, je te sauve. Par notre passé de 20 ans d'affection, Albert, par notre amitié toujours vivante, tu n'emmèneras pas cette femme. J'écraserai cette puissance malfaisante, avant qu'elle ait pu te perdre. Mais vois donc, regarde-la donc. Regarde comme elle est pâle, sous ses habits de deuil. Tu sais de qui elle est en deuil. Elle tuerait ta mère, comme elle a tué la mienne, si je n'étais pas là, moi, pour vous garder contre elle. Regarde-la bien, je te dis, pendant que je la dévoile, regarde-moi ça bien en face. Ça ne s'est jamais donné, afin de se vendre un jour plus cher. Peut-être bien qu'elle est encore vierge, on ne sait pas. Soit. Regarde-la donc, la vierge adultère. Regarde-moi ce visage démonté, d'où toute beauté a disparu. On n'y voit plus que la rage de la défaite, la honte d'être vu à fond, la terreur sans repentir, d'être châtié. Mais regarde-la donc en ce moment. Elle est horrible, elle est sincère. Ce n'est plus Marie, c'est Rita. Et comme Albert, les yeux égarés, hurlait à son tour, tais-toi. Ou je ne réponds plus de moi-même. Le comte Paul, comme pour la piétiner d'un mot, répétait avec rage, Rita. 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 Elle ne savait toujours pas s'il était sûr de la présence de l'autre. Elle était là, muette, droite sur ses pieds crispés, attentive, le cou tendu, comme la bête aux fermes. C'était ici le dénouement d'une de ces tragédies sourdement compliquées, qui, aux yeux du monde, resteraient inexplicables, car, pour les comprendre, il faudrait, comme le Dieu de la Bible, sonder les cœurs et les reins des acteurs en lutte, mais le monde ne les voit pas,
ce sont des draps mignorés comme il s'en passe pourtant tous les jours entre les murs de ces maisons riantes, dont les hautes fenêtres, encadrées de riches tentures, laissent entrevoir aux passants des tableaux et des plantes rares, et qui, ainsi vues du trottoir, muettes, nobles, paisibles, semblent les asiles mêmes du bonheur. Paul fit un pas vers la porte de son cabinet, et, d'un ton tout à fait tranquille, « Me crois-tu donc capable de parler au hasard, quand je t'affirme qu'on te trompe? Et puisque le mari c'est toi, cherche donc l'amant, malheureux. Tiens, il est ici, je parie. » Il essaya d'ouvrir la porte qui résista, fermée en dedans. Elle comprit que tout était perdu. Il n'y avait plus qu'à faire bonne contenance. « Allons, dit-elle, d'une voix sèche, vulgaire, avec un haussement d'épaules, il est clair que vous savez tout. Soit. D'ailleurs, j'en ai assez. Mais je tiens à vous dire que je ne suis pas le monstre que M. d'Aiguebel imagine. J'ai épousé, c'est vrai, pour son titre et pour sa fortune, un homme que je n'aimais pas. Mais quand vous mariez ainsi vos filles ou vos sœurs, vous appelez ça tous les jours un mariage de convenance. Celui que j'ai épousé m'a rendue malheureuse et je l'aurais quitté, c'est encore vrai, pour chercher le bonheur avec un autre, moins exalté et plus riche. Mais, si vos lois le permettent, qu'aurait-on à y reprendre? Enfin, j'étais bien près d'avoir pour amant un homme que j'aimais depuis longtemps, l'auteur de ces funestes lettres que vous avez lues, malgré moi, une certaine nuit, vous souvenez-vous, monsieur d'Aiguebel. Eh bien? Mais qu'est-ce que cela prouve, sinon que je suis capable de fidélité, et que j'aurais eu, de guerre lasse, un amant, comme toutes les femmes. Voilà bien du fracas pour une histoire assez commune, mon cher. Je croyais que, dans votre monde, on était resté plus Louis XV. Elle se tenait, la tête haute, dans une attitude de défi. Albert, la tête haute également, blême, supportait le coup en soldat, et, l'œil fixe, il mesurait l'abîme qu'on venait d'ouvrir devant lui. Enfin, dit-elle, que me veut-on? Vous ne me changerez pas, n'est-ce pas? Vous ne me tuerez pas non plus, je pense. Ça n'est pas votre genre. Je ne vois pas beaucoup ça dans les journaux de demain, le crime de la rue Saint-Dominique. Mort tragique et inexplicable de la comtesse d'Aiguebel. Vous voudrez éviter ça, je m'en doute. Elle pensait à tout, et elle riait méchamment. Alors, quoi? Il faut prendre un parti pourtant. Notez que je n'ai commis réellement aucune faute et que je suis toujours puni. C'est même agaçant, à la fin. Elle avait l'air très ennuyée et nonchalante. Le comte Paul s'approcha d'Albert et lui mit affectueusement une main sur l'épaule. C'était un geste de consolation. Ensuite, il alla à la porte de son cabinet, dont il écarta la lourde draperie, et, le visage tourné vers cette porte, derrière laquelle s'agitait une douleur inconnue, « Allons, ouvrez. On sait qui vous êtes, monsieur Terral. » Le silence qui suivit fut court, mais il fut profond comme la mort. Ce qui répondit enfin, ce fut un bruit bizarre, qu'on ne comprit pas tout de suite, un coup sec, mat, comme étouffé. Son revolver lui avait servi. Ne venait-il pas d'apprendre qu'elle s'apprêtait à fuir avec un autre? Lui aussi, il venait de mesurer l'abîme, mais, déjà pris de vertige, il y avait roulé. Les deux hommes s'élancèrent contre la porte. Des domestiques accoururent.
Léon Terral, vivant encore, mais blessé mortellement, demanda à être porté chez son père. 8 desquels s'étaient vus seuls un moment, Marie Despériers, avec un grand sang-froid, était allée mettre son chapeau, et prendre, dans sa chambre, son sac de voyage toujours tout prêt. Comme elle partait, elle croisa dans l'escalier un homme inconnu à qui elle fit un petit salut et un sourire. C'était le commissaire de police, qui s'expliqua fort bien le suicide de Léon Terral, il était chargé de l'arrêter. La jeune comtesse d'Aiguebelle, son petit sac à la main, s'en alla demander asile à Théramène surpris. Là, au moins, on la laisserait tranquille. Elle évitait les curiosités d'hôtel. Pinchard ne l'interrogea même pas, « Ça te regarde, ma fille. Je n'ai pas besoin de savoir. Des gros chagrins, des histoires, des drames, quoi. L'amour, vois-tu, c'est, comme la langue, ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. » Ah! Ce bossu d'Ésope avait bien de l'esprit. Il posa une serviette blanche sur un coin de table débarrassé, pour la circonstance, des brochures et des copies de rôles qui l'encombraient d'ordinaire, et, en mettant le couvert, il disait, « Le philosophe, le drame, c'est la vie. Tout passe. » En ajoutant, hormis Dieu, il eût parlé précisément comme l'abbé. Elle le regardait faire, assise sur le lit, songeuse. Il courut chez le charcutier. Pas de jambon, un pâté. Je régale une duchesse, et une vraie encore. Un pâté de lièvre, voisin, avec du veau dedans, et une tête de faisan dessus. Ils dînèrent en tête-à-tête. Sans toi, mon bon Théramène, j'aurais passé une fichue nuit, car je couche ici, entends-tu? Oh! Tu ne peux pas te douter du service que tu me rends. C'est bon tout de même, mon vieux, d'avoir des gens de cœur près de soi, en de certains moments. Non, vrai, sans toi, Théramène, ce que je serais embêté, ce soir. Au fond, vois-tu, j'ai du vrai chagrin. Elle songeait, il était fou, ce malheureux Léon, c'est clair. Sans ça, c'était devenu si simple, puisque c'était forcé, de partir ensemble. Elle regrettait le Léon d'autrefois, mais ce fou d'aujourd'hui, ce désespéré, c'était, après tout, une chance, de n'avoir pas été obligée de le suivre. Théramène mit avec soin des draps blancs à son lit, et il passa la nuit sur son fauteuil, sommeillant de temps à autre, se réveillant pour la regarder dormir, heureux de jouer les pères nobles au naturel. Elle aussi se réveilla plusieurs fois, cette nuit-là. Quel parti devait-elle prendre? Où irait-elle? Qu'allait-elle devenir? Quand le jour parut, et qu'elle ouvrit les yeux, elle trouva Théramène debout près du lit, et qui, vêtu de son velours râpé et de sa soie éclatante, lui présentait un chocolat fumant sur un plateau, apporté du cabaret voisin. Heureux de vous servir, princesse. Donne-moi mon petit sac, dit-elle aussitôt. Il posa le plateau et courut au sac. J'ai diablement peur d'avoir oublié quelque chose de très important, fit-elle. Elle cherchait, sous les yeux de Théramène ébloui. Un rayon de soleil, par l'humble fenêtre à tabatière, entrait, jouait gaiement sur son cou délicat. Ses cheveux dénoués, irisés de lumière, inondaient ses épaules nues. D'une Vierge de Raphaël, elle avait vraiment toutes les grâces candides, l'ovale pur du visage, la fraîcheur dorée, un peu rose sous l'ambre lumineux, et surtout, dans ses yeux bleus pâles, la pureté de l'innocence même. Ah!
Ça y est, cria-t-elle. Sapristi. Que j'ai eu peur. Sauvé. Merci, mon Dieu, déclama Théramène. Elle tira avec soin, du sac bondé de bibelots, un étui d'ivoire sculpté, qu'elle ouvrit. Et elle lut à haute voix, Tchernilov. Après tout, qu'était-ce pour elle que cette aventure de son mariage? Une simple affaire manquée, tout au plus un retard de 6 mois à la vie aventureuse qu'elle avait toujours rêvée. À présent, elle était libre, et seule maîtresse de sa destinée. 2 ans après, au Bormet, le comte Paul d'Aiguebel, mari de Pauline, Albert de Barjol, mari d'Annette, veillait, sous la lampe paisible. Les hommes lisaient. Les 2 jeunes femmes, attentives et souriantes, se montraient de mignonnes dentelles et des rubans à orner de petits bonnets d'enfants. Tiens, regarde ça, dit à voix basse Paul à Albert, en lui passant son journal et en lui désignant du doigt la rubrique « Écho des 2 mondes ». Le journal disait « La princesse Rita Tchernilov vient d'arriver à Spa. On prétend ici qu'elle n'avait jamais épousé le prince, et qu'elle a été naguère expulsée de Pétersbourg, après des aventures tout à fait cosaques. On dit encore qu'elle serait espionne au gage de plusieurs puissances qu'elle trahirait également les unes pour les autres. Mais rien de tout cela n'est prouvé. On calomnie tant aujourd'hui, que la médisance en devient suspecte. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à admirer cette femme, illustre par la beauté, par l'intelligence, par la fortune, aussi bien que par la bizarrerie éclatante de ses aventures, vraies ou fausses. À Spa, son arrivée a fait sensation. Comme le disait, l'autre jour, Monsieur X de Z, secrétaire de l'ambassade de France à Rome, c'est une des reines du monde. Paris, 24 février 1894. End of the project Gutenberg e-book Fleur d'Abîme updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States,
Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up,
non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol mark commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation,
The trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commercial concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.